attendez. Mars 2003, la péninsule d'Al-Faw, sud de l'Irak. Il est 22 heures et le monde est sur le point de changer. Une tempête de sable massif déferle sur les plaines boueuses et imbibées de pétrole où l'Irak rencontre le golfe Persique. Le vent hurle, le sable déchire la peau et pique les yeux. La visibilité tombe à presque rien. Et à travers ce mur de poussière brune, des Royal Marines britanniques du 40 Commando et du 42 Commando montent dans des hélicoptères et des embarcations de débarquement, attachent leur équipement et se lancent dans l'une des attaques les plus audacieuses de toute la guerre d'Irak. Ils ne peuvent pas voir le sol sous eux, ils ne peuvent pas voir l'ennemi qui les attend, mais ils y vont quand même. Ce ne sont pas des soldats américains, ce sont des Britanniques. Et ce qu'ils sont sur le point de faire au cours des semaines suivantes fera que certains des généraux les plus puissants de l'armée américaine arrêteront ce qu'ils font, fixeront leurs écrans de commandement et diront des choses que personne ne s'attendait à leur entendre dire. Ceci est l'histoire de l'opération Telic. C'était le nom de code de la participation britannique à l'invasion de l'Irak en 2003. Et ceci est l'histoire de ce qui s'est passé quand les généraux américains ont regardé 46 000 hommes et femmes britanniques combattre les forces de Saddam Hussein dans la chaleur brûlante du sud de l'Irak. Ce que ces généraux ont vu a changé leur façon de penser à leur allié le plus proche. Certaines de leurs paroles allaient résonner dans l'histoire militaire pendant des années. En mars 2003, les discussions étaient terminées. Les États-Unis et le Royaume-Uni allaient entrer en guerre ensemble. L'opération américaine s'appelait Iraqi Freedom. Les Britanniques appelaient la leur Telic. Ensemble, environ 300 000 soldats de la coalition attendaient à la frontière du Koweït, prêts à entrer en Irak. C'était la plus grande force militaire occidentale rassemblée en un seul endroit depuis la première guerre du Golfe 12 ans plus tôt. Les Américains allaient foncer vers le nord avec une puissance de feu massive dirigée droit sur Bagdad. Les Britanniques avaient reçu une mission différente. Beaucoup de planificateurs pensaient qu'elle était tout aussi dangereuse et peut-être même plus difficile. Ils devaient prendre le contrôle de tout le sud de l'Irak. Ils devaient capturer Bassora, la deuxième plus grande ville d'Irak, abritant 1 300 000 habitants. Et ils devaient faire tout cela avec beaucoup moins de soldats que leurs partenaires américains. Les chiffres racontent à quel point ce serait difficile. La première division blindée britannique était responsable d'une zone couvrant environ 15 000 km². Bassora seul était défendu par environ 14 000 soldats réguliers irakiens, jusqu'à 3 000 combattants fédayines de Saddam et un nombre inconnu de miliciens du parti Baas. Les Britanniques disposaient d'environ 26 000 soldats terrestres pour le combat. Ils étaient en fait en infériorité numérique dans leur propre zone. Les rapports de renseignement avertissaient que Saddam avait peut-être placé des armes chimiques dans le sud. Ainsi, les troupes britanniques ont franchi la frontière portant des combinaisons de protection chimique complètes dans une chaleur dépassant les 40 degrés. Et puis, il y avait le pétrole. La péninsule d'Al-Faw abritait des pipelines et des plateformes qui géraient 80% des exportations pétrolières de l'Irak. Si les hommes de Saddam les faisaient exploser ou y mettaient le feu, comme il avait brûlé les champs pétroliers du Koweït en 1991, ce serait un désastre valant des milliards de dollars. Au quartier général du commandement central au Qatar, les généraux américains observaient et attendaient. Ils avaient confié le front sud aux Britanniques, en partie par respect et en partie parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour le tenir. Mais à huis clos, une inquiétude silencieuse persistait. Les Britanniques pouvaient-ils vraiment y arriver? Leur armée était plus petite, leur équipement était plus ancien. Ils avaient la réputation d'être polis et mesurés. Pouvaient-ils vraiment tenir leur part de la plus grande opération militaire conjointe américano-britannique depuis plus de 50 ans? Ce qui s'est passé au cours des 26 jours suivants n'allait pas seulement répondre à cette question. Cela allait forcer certains des dirigeants militaires les plus puissants de la Terre à repenser tout ce qu'ils croyaient sur ce dont les soldats britanniques étaient vraiment capables. Tony Blair se tenait devant le Parlement le 18 mars, sachant que ce qui allait se passer ensuite définirait son héritage et mettrait peut-être fin à sa carrière. Plus de 130 membres de son propre parti travailliste étaient sur le point de se rebeller contre lui. La plus grande révolte contre un parti au pouvoir dans l'histoire parlementaire moderne. Mais Blair a remporté le vote, et la machine militaire qui s'était discrètement préparée pendant des mois a été libérée. Pour comprendre de quoi cette machine était capable, il faut comprendre les forces que la Grande-Bretagne a envoyées et les hommes qui les dirigeaient. Les forces terrestres britanniques étaient construites autour de la première division blindée, commandée par le major général Robin Brims. C'était un officier calme et expérimenté qui avait servi en Irlande du Nord, au Malouines et dans les Balkans. Sa division ne s'était pas déployée à pleine puissance depuis la première guerre du Golfe en 1991. Sous son commandement se trouvaient certaines des unités de combat les plus célèbres de l'histoire militaire britannique.
La 7e brigade blindée, connue sous le nom de Desert Rats, portait un héritage qui remontait à la Seconde Guerre mondiale. C'étaient les descendants des hommes qui avaient pourchassé Rommel à travers l'Afrique du Nord sous le général Montgomery. Maintenant, ils conduisaient des chars de combat principaux Challenger 2 et des véhicules de combat Warrior à travers un désert différent. Leur commandant était le brigadier Graham Beans, un homme qui allait bientôt mener la charge dans Bassora même. Puis il y avait la 3 Commando Brigade des Royal Marines, commandée par le brigadier Jim Dutton. Les Royal Marines étaient les spécialistes amphibies de la Grande-Bretagne, entraînés à attaquer depuis la mer. On leur a confié la mission la plus audacieuse de toute la première nuit, l'assaut sur Alphao. La 16 Air Assault Brigade a mené le Parachute Regiment, les légendaires paras dont l'histoire passait par Arnhem et les Malouines, et dispersés à travers le sud de l'Irak dans l'ombre, le SAS et le SBS. Les forces spéciales d'élite britanniques ont mené des missions si secrètes que la plupart d'entre elles restent classifiées à ce jour. Du côté américain, plusieurs généraux allaient observer les Britanniques avec grand intérêt. Le général Tommy Franks commandait toute la coalition depuis le Qatar. Le lieutenant-général James Conway dirigeait la première force expéditionnaire des Marines juste à côté de la zone britannique. Et le major-général James Mattis, le guerrier érudit qui deviendrait un jour secrétaire à la Défense, commandait la première division des Marines juste de l'autre côté de la ligne de démarcation. Ces hommes allaient avoir des places au premier rang pour tout ce que les Britanniques étaient sur le point de faire. Mais avant que le premier coup de feu ne soit tiré, un moment a capturé l'esprit de ce qui allait venir. Le 19 mars, dans un camp poussiéreux au Koweït, à quelques kilomètres seulement de la frontière irakienne, le lieutenant-colonel Tim Collins du 1er bataillon du Royal Irish Regiment a rassemblé ses 800 soldats dans la lumière déclinante du soir et a prononcé un discours qui allait faire le tour du monde. Il leur a dit qu'ils allaient libérer, pas conquérir. Il leur a dit d'être féroces au combat, mais généreux dans la victoire. Il leur a rappelé que les soldats ennemis qui allaient mourir cette semaine-là s'étaient réveillés ce matin-là sans prévoir de mourir et qu'ils méritaient la dignité même dans la mort. Un journaliste a enregistré le discours et l'a diffusé. Une copie aurait atteint la Maison-Blanche, où le président George W. Bush l'a épinglé au mur du bureau ovale. C'était le premier indice pour les Américains que les Britanniques apportaient quelque chose à cette guerre qui allait au-delà des chars et des fusils. Dans ces dernières heures avant l'invasion, des soldats britanniques étaient assis dans le désert koweïtien, écrivant leurs dernières lettres à leurs proches. Ils vérifiaient leurs armes, ils chargeaient les munitions. Ils écrivaient sur le papier des choses qu'ils n'avaient jamais pu dire à voix haute. Beaucoup de ces hommes et femmes avaient servi en Irlande du Nord et dans les Balkans. Ils connaissaient le danger, mais très peu d'entre eux avaient jamais mené une guerre conventionnelle complète contre une armée nationale. La Grande-Bretagne l'avait fait lors de la première guerre du Golfe en 1991, et avant cela aux Malouines en 1982. Mais la plupart des vétérans de ces campagnes avaient depuis longtemps pris leur retraite ou accédé à des grades supérieurs. Pour les jeunes soldats chargeant leurs fusils dans l'obscurité koweïtienne, ce serait l'épreuve de leur vie. L'assaut a commencé dans l'obscurité et le chaos dans la nuit du 20 mars, et les Royal Marines du 40 Commando et du 42 Commando se sont lancés depuis des hélicoptères et des embarcations de débarquement vers la péninsule d'Alphao. Le plan était audacieux et simple. Débarquer vite, s'emparer des plateformes pétrolières et des pipelines avant que les hommes de Saddam ne puissent les faire exploser, et prendre le contrôle de la péninsule avant l'aube. Mais la tempête de sable massive qui s'était formée toute la journée a frappé de plein fouet quelques heures seulement avant l'attaque. Les pilotes ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre rotor. Les hélicoptères américains assignés pour aider étaient cloués au sol. Ils ne pouvaient pas voler. Mais les pilotes britanniques des 845e et 847e escadrons aéronavals ont fait un choix différent. Ils ont piloté leurs Sea King et Chinook droit dans la tempête, aveugles et secoués, naviguant aux instruments seuls, déposant des marines sur des zones d'atterrissage qu'ils ne pouvaient pas voir. Les hommes ont touché le sol en courant et sont immédiatement tombés sous le feu. Mais pas de l'armée régulière irakienne, qui commençait déjà à s'effondrer, mais des combattants fédayines de Saddam et des loyalistes du parti Baas, retranchés dans des bâtiments, des bunkers et des tranchées. Les Royal Marines ont avancé à travers des palmeraies et des fossés boueux, portant des équipements de protection chimique complets, transpirant à travers chaque couche tandis qu'ils ripostaient avec des fusils, des mitrailleuses et des missiles anti-chars. Les sons étaient assourdissants. Des obus de mortier s'enfonçaient dans le sol meuble. Des tirs d'AK-47 crépitaient dans l'air. Des hélicoptères d'attaque rugissaient au-dessus. Au milieu de tout cela, le Special Boat Service a mené une mission secrète séparée pour sécuriser les stations de pompage de pétrole avant qu'elles ne puissent être détruites. Ils ont réussi. Cette seule opération a économisé des milliards de dollars
et empêché une catastrophe environnementale qui aurait pu empoisonner le Golfe pendant des années. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. La petite ville portuaire d'Uncasser était censée tomber rapidement. Les planificateurs de la coalition s'attendaient à peu de résistance. Au lieu de cela, les Britanniques se sont retrouvés dans une bataille urbaine acharnée qui a duré 4 jours. Des combattants fédayines portant des vêtements civils utilisaient les rues étroites de la ville et les étals de marché comme point d'embuscade. Les Royal Marines ont dû se battre pour chaque ruelle, chaque toit, chaque étal de marché. Les médias américains ont commencé à comparer cela à Mogadiscio. Les commandants britanniques ont insisté sur le fait que la situation était sous contrôle, mais les combats étaient réels et des hommes étaient blessés. À quelques kilomètres de là, des Marines américains de la première force expéditionnaire des Marines observaient à travers les flux de drones et le trafic radio, tandis que les Britanniques progressaient lentement à travers Qasr. Ils ont commencé à remarquer quelque chose. Les Britanniques géraient le combat urbain différemment. Ils étaient patients. Ils utilisaient moins de puissance de feu, mais la plaçaient plus soigneusement. Ils avançaient lentement et délibérément, plutôt que de tout détruire avec une force écrasante. Puis vint la décision la plus difficile de toutes. Alors que les forces britanniques approchaient de Bassora, le major général Brims a fait un choix qui a stupéfié les Américains. Il n'a pas attaqué la ville tout de suite. Au lieu de cela, il l'a encerclée. Des chars Challenger 2 et des véhicules Warrior de la 7e brigade blindée ont formé un anneau autour de Bassora, tandis que Brims envoyait des équipes plus petites en raid et en reconnaissance aux abords de la ville. Ces missions testaient les défenses irakiennes, recueillaient des informations et brisaient lentement la volonté de combattre de l'ennemi. C'était une stratégie lente et délibérée, et tout le monde ne l'appréciait pas. L'avancée américaine vers Bagdad avait rencontré de sérieux problèmes, avec des attaques fédayines sur les lignes d'approvisionnement, et certaines voix américaines ont commencé à demander si les Britanniques n'étaient pas trop prudents. Avaient-ils peur d'entrer dans Bassora? Pendant ce temps, les soldats britanniques restaient assis dans leurs véhicules dans le désert, à l'extérieur de la ville, regardant la fumée s'élever au-dessus des toits, subissant des tirs de mortier, menant des patrouilles agressives et attendant. La chaleur était brutale, la tension était écrasante, et à l'intérieur de Bassora, plus d'1 million de civils attendaient de voir ce qui allait se passer ensuite. Tout était en jeu. Pendant 2 semaines, les Britanniques ont attendu, observé et sondé. Chaque jour, de petites équipes de soldats pénétraient aux abords de Bassora, testaient les défenses irakiennes et se repliaient. Chaque nuit, des équipes d'opérations psychologiques diffusaient des instructions de reddition dans la ville par haut-parleurs et signaux radio. Les officiers de renseignement britanniques rencontraient des informateurs et recueillaient des informations sur l'endroit où les combattants ennemis se cachaient, où les armes étaient stockées et quel quartier était prêt à se soulever contre le parti Baas. Lentement, comme une main se resserrant autour d'une gorge, la pression sur Bassora augmentait. Et puis les rapports ont commencé à arriver. Les civils à l'intérieur de la ville ripostaient. Des gens qui avaient vécu sous la terreur de Saddam pendant des décennies jetaient des pierres sur les responsables du parti Baas. De petits groupes attaquaient les points de contrôle des milices. La ville était prête. Le major général Brims savait que le moment était venu. Le matin du 6 avril 2003, l'assaut complet sur Bassora a commencé. L'artillerie britannique a ouvert le feu en premier. Des canons automoteurs AS-90 et des lance-roquettes ont pilonné les positions ennemies connues aux abords de la ville. Des jets Tornado de la RAF ont hurlé au-dessus, larguant des bombes guidées de précision sur les quartiers généraux du parti Baas et les postes de commandement fédayines. Le sol a tremblé. Des colonnes de fumée noire ont percé le ciel, et puis les blindés ont avancé. Des chars Challenger 2 des Royal Scots Dragoon Guards et des Queen's Royal Lancers ont roulé dans les banlieues ouest de Bassora, leurs moteurs grondant, leurs tourelles scrutant les toits. Les rues étaient étroites, à peine plus larges que les chars eux-mêmes. Les combattants irakiens ont ouvert le feu avec des grenades propulsées par roquettes depuis les fenêtres et les ruelles. Des explosions ont éclaté contre le blindage des chars. Derrière les Challenger venaient des véhicules de combat Warrior, transportant l'infanterie du Black Watch, du Royal Regiment of Fusiliers et des Irish Guards. Les rangs arrière se sont abaissés et les soldats se sont déversés dans les rues, fusils levés, avançant vers les bâtiments. Les combats étaient rapprochés, bruyants et violents. Le claquement métallique des roquettes RPG rebondissant sur le blindage des Challengers se mêlait au crépitement des canons automatiques et au claquement des tirs de fusil. Des civils couraient à travers le chaos, certains hurlant, certains portant des enfants. La température dépassait les 35 degrés. Les soldats britanniques combattaient dans des uniformes trempés de sueur, leurs mains glissantes sur leurs armes
tandis qu'ils enfonçaient des portes et nettoyaient les pièces une par une. Le brigadier Graham Beans roulait près de l'avant de l'avancée dans son propre véhicule Warrior. Il a pris une décision qui allait à l'encontre des manuels. Au lieu de s'arrêter pour sécuriser chaque pâté de maison avant de passer au suivant, il a poussé ses colonnes blindées plus profondément dans la ville. Il les a dirigées droit vers le cœur symbolique de Bassora, le quartier général du parti Baas et l'hôtel Sheraton. La rapidité de cette manœuvre a pris les défenseurs irakiens complètement au dépourvu. Des poches de combattants ennemis ont été contournées et laissées à l'infanterie de suivi pour s'en occuper plus tard. Au même moment, les Royal Marines du 42 Commando ont pénétré dans les quartiers est de Bassora depuis leur position le long du Châtel arabe. Ils ont rencontré une résistance féroce à plusieurs passages de pont. Le combat était au corps à corps par endroits. Les Marines ont utilisé des grenades, des crosses de fusil et une agressivité brute pour traverser les positions fortifiées. Et puis, dans l'après-midi du 6 avril, quelque chose que personne n'attendait s'est produit. La défense irakienne ne s'est pas affaiblie lentement. Elle s'est effondrée, comme un barrage qui cède d'un seul coup. La résistance s'est écroulée. Les responsables du parti Baas se sont précipités dans des voitures civiles et ont fui. Les soldats de l'armée régulière ont jeté leurs uniformes et ont disparu dans la foule. Les combattants fédayines, coupés et sans chef, ont soit combattu jusqu'à la mort en petits groupes désespérés, soit fui vers le nord. Le 7 avril, Bassora était aux mains des Britanniques. La plus grande ville capturée par les forces britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale était tombée en environ 36 heures d'assaut direct après 2 semaines de préparation patiente. Les pertes britanniques pendant l'assaut lui-même ont été remarquablement faibles. Et maintenant venait la réaction vers laquelle toute cette histoire a convergé. Quand la nouvelle a atteint le quartier général du commandement américain au Qatar, et quand les généraux supérieurs ont examiné exactement comment les Britanniques avaient procédé, la réponse a été immédiate et frappante. Le général Tommy Franks a qualifié l'opération britannique d'exemple parfait de la façon de prendre une ville. Il a écrit plus tard que le major général Brims avait fait preuve de patience opérationnelle et de brillance tactique. Le lieutenant-général James Conway, dont les Marines combattaient juste à côté des Britanniques, a dit que regarder les Britanniques gérer Bassora l'avait convaincu qu'ils étaient les meilleurs soldats du monde pour ce type de guerre. Il a loué leur capacité à passer d'un combat intense à un maintien de la paix calme dans la même heure. Le major général James Mattis, le commandant des Marines au franc-parler qui allait devenir l'un des dirigeants militaires américains les plus respectés, a dit à ses collègues que les Britanniques avaient montré quelque chose à Bassora dont les Américains devaient s'inspirer. La patience de gagner sans détruire ce que vous essayez de sauver. Au Pentagone, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld a publiquement qualifié la performance britannique de superbe. Et dans une base opérationnelle avancée près de Bassora, un colonel américain a regardé un peloton de Royal Marines revenir d'un échange de tirs, nettoyer leurs armes, échanger leurs casques contre des bérets et entrer dans un village voisin pour distribuer de l'eau et parler avec les familles locales, le tout en 30 minutes. Il s'est tourné vers un officier britannique debout à côté de lui et a posé une question qui capturait tout ce que les Américains pensaient. Comment diable font-ils ça? Petite pause. Si ces histoires comptent pour vous, vous faites déjà partie de ce que nous construisons ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Battle of Britain Stories pour que nous puissions continuer à raconter le côté humain de ce chapitre de l'histoire. Santé. Revenons-y. Les armes se sont tues à Bassora, mais la ville ne s'est pas calmée. Quelques heures après l'effondrement des dernières poches de résistance, les rues se sont remplies de monde. Des milliers de civils sont sortis de leurs maisons, clignant des yeux au soleil, croyant à peine que l'emprise du parti Baas sur leur ville avait été brisée. Certains ont acclamé, certains ont pleuré, et beaucoup se sont précipités vers les bâtiments gouvernementaux et les bureaux du parti Baas qui les avaient terrorisés pendant des années et ont commencé à les démolir à main nue. Des portraits de Saddam Hussein ont été arrachés des murs et piétinés dans la poussière. Des statues ont été renversées avec des cordes, des meubles, des classeurs et tout ce qui pouvait être transporté ont été traînés dans les rues. Le pillage s'y répandit rapidement. En un jour, il s'était étendu au-delà des bâtiments gouvernementaux, aux magasins, entrepôts et hôpitaux. Les soldats britanniques se tenaient au coin des rues, regardant le chaos se dérouler, essayant de comprendre où était la limite entre un peuple célébrant sa liberté et une ville se déchirant elle-même. Le défi auquel ces soldats faisaient face était énorme. Ils étaient jeunes, la plupart encore adolescents ou au début de la vingtaine, et ils étaient épuisés par des semaines de combat dans une chaleur brutale. Maintenant, on leur demandait de faire quelque chose d'entièrement différent. Ils devaient devenir policiers, travailleurs humanitaires et diplomates en même temps. Ils devaient arrêter le pillage sans tirer sur les gens qu'ils venaient de libérer. Ils devaient trouver de l'eau potable pour une ville de plus d'1 million de personnes dont les canalisations avaient été endommagées par les combats.
Ils devaient installer des postes médicaux pour les civils blessés. Ils devaient faire tout cela tout en surveillant les combattants ennemis qui pouvaient se cacher parmi la foule. Les commandants britanniques ont fait un choix délibéré dans ces premiers jours, qui en disait long sur la façon dont ils voyaient leur rôle. Ils ont ordonné à leurs soldats d'enlever leurs casques et de mettre leurs bérets souples. C'était un signal. Nous ne sommes pas ici pour vous occuper. Nous ne sommes pas ici pour vous effrayer. Nous sommes ici pour aider. L'image de troupes britanniques patrouillant dans Bassora en béret plutôt qu'en casque est devenue l'une des photos les plus célèbres de toute la guerre. C'était un risque calculé. Avoir l'air accessible pouvait vous faire tuer, mais avoir l'air d'un envahisseur vous ferait perdre la paix. Mais sous les images de libération se cachait un coup douloureux. Pendant la phase de combat de l'opération Tellic, du 20 mars au 1er mai 2003, 33 militaires britanniques ont été tués au combat ou sont morts de leurs blessures. Plus de 100 autres furent blessés. Certaines de ces morts furent particulièrement douloureuses, car elles ne venaient pas de l'ennemi, mais d'erreurs et de défaillances. Le 23 mars, le sergent-chef Simon Cullingworth et le sapeur Luke Alsop du 33e régiment du génie prirent un mauvais tournant près de la ville d'Az-Zubair. Ils furent capturés par des irréguliers irakiens, exécutés, et leurs corps furent retrouvés plusieurs jours plus tard. La nouvelle envoya une vague de fureur froide dans les rangs britanniques. Le 28 mars, le caporal de cavalerie Matty Hull des Blues and Royals fut tué lorsque son véhicule de reconnaissance légère fut attaqué par un avion d'attaque au sol américain A-10. C'était un incident de tir ami, un avion américain tuant un soldat britannique. L'enregistrement audio du cockpit fut plus tard divulgué à la presse. On y entend le pilote américain réaliser ce qu'il a fait et s'effondrer. L'enregistrement devint une source de profonde colère en Grande-Bretagne et tendit les relations entre les deux alliés pendant des années. De l'autre côté, les officiers et soldats irakiens capturés offrirent une vision surprenante des Britanniques. Beaucoup dirent qu'on leur avait dit par les dirigeants du parti Baas que les Britanniques étaient mous, qu'ils ne combattraient pas durement, qu'ils n'étaient rien comparés aux Américains. La réalité qu'ils rencontrèrent fut très différente. Les prisonniers irakiens décrivirent les Britanniques comme persistants et calmes. Ils ne paniquaient pas sous le feu, ils ne tiraient pas de balles au hasard. Ils continuaient d'avancer, réguliers et implacables. Mais ils traitaient aussi les prisonniers avec respect, leur donnaient de l'eau et soignaient leurs blessures. Les civils de Bassora, particulièrement dans les quartiers chiites qui avaient le plus souffert sous Saddam, accueillirent largement les Britanniques. Ils lançaient des fleurs, ils offraient du thé, ils faisaient signe depuis les toits. Pendant un bref et fragile moment en cet avril 2003 brûlant, il semblait que tout pourrait réellement bien se passer. Ce moment, comme l'histoire le montrerait, ne durerait pas. Mais dans ces premiers jours après la libération, il était réel et il comptait. La guerre. La chute de Bassora n'importait pas seulement pour les gens qui y vivaient. Elle envoya des ondes à travers toute la guerre. En sécurisant le sud rapidement et avec relativement peu de destruction, les forces britanniques libérèrent des unités américaines qui auraient autrement pu être détournées de la marche sur Bagdad pour garder le flanc sud de la coalition. L'infrastructure pétrolière que les Royal Marines et le Special Boat Service avaient sauvée dès la première nuit de la guerre pompait à nouveau, donnant à l'Irak d'après-guerre une bouée de sauvetage économique qui aurait disparu dans les flammes si les pipelines avaient brûlé. Le port d'Umm-Qasr, une fois que les Britanniques l'eurent débarrassé de la résistance, devint le principal point d'entrée pour l'aide humanitaire. Des milliers de tonnes de nourriture, d'eau et de fournitures médicales transitèrent par ce petit port dans les semaines qui suivirent, empêchant le sud de l'Irak de sombrer dans une crise humanitaire totale. Mais au-delà des chiffres stratégiques, quelque chose de plus profond s'était produit. La façon dont les Britanniques combattirent dans le sud de l'Irak déclencha une conversation au sein de l'armée américaine qui durerait des années. C'était une conversation sur deux façons très différentes de mener la guerre. L'approche américaine, construite autour d'une doctrine appelée « choc et effroi », reposait sur une puissance de feu écrasante, la vitesse et la supériorité technologique. Frapper l'ennemi si fort et si vite qu'il ne peut pas penser, ne peut pas réagir, ne peut pas riposter. C'était dévastateur et efficace, surtout en désert ouvert. L'approche britannique était différente. Leur méthode avait été forgée dans des endroits dont la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler. La Malaisie, Bornéo, Aden. De petites guerres dans des coins reculés d'un empire déclinant, où la force brute seule ne garantissait rien d'autre que plus d'ennemis. De ces dures leçons, les Britanniques avaient appris à utiliser la force minimale nécessaire. Ils parlaient aux gens. Ils recueillaient des renseignements par des patrouilles à pied et des conversations en face à face. Ils essayaient de séparer l'ennemi de la population civile
plutôt que de traverser les deux ensemble en tirant. Le contraste était visible pour quiconque regardait le journal télévisé du soir. Deux armées alliées combattant la même guerre de deux façons très différentes, et les résultats dans le Sud étaient difficiles à contester. Les généraux américains étudièrent de près les méthodes britanniques. Certains étaient sceptiques. Ils arguaient que les Britanniques pouvaient se permettre d'être plus doux parce qu'ils opéraient dans le sud de l'Irak, à majorité chiite, où la plupart des gens voulaient que Saddam parte. Le vrai test, disaient ces critiques, viendrait dans le cœur sunnite, où la résistance était féroce et la population hostile. Il y avait du vrai dans cet argument, mais d'autres dirigeants américains virent quelque chose de véritablement précieux dans la manière britannique. Le corps des Marines des États-Unis, qui avait déjà une forte tradition de réflexion sur les petites guerres et la contre-insurrection, fut le plus ouvert aux leçons britanniques. Le général James Mattis intégrerait plus tard certaines de ces idées dans l'entraînement et la doctrine du corps des Marines. Des années plus tard, quand le général David Petraeus rédigea le nouveau manuel de contre-insurrection de l'armée en 2006, il portait une ressemblance frappante avec des principes que les Britanniques pratiquaient depuis des générations. Au sein de l'OTAN et dans les cercles militaires occidentaux, l'opération Telic devint une étude de cas sur comment un pays de taille moyenne pouvait frapper bien au-dessus de sa catégorie. Le Royaume-Uni n'était pas le plus grand membre de la coalition. L'Australie, la Pologne et le Danemark envoyèrent aussi des forces, mais la Grande-Bretagne était le seul partenaire capable de mener des opérations indépendantes à grande échelle, commandant une division entière dans son propre secteur. La performance britannique cimenta la place du Royaume-Uni comme l'allié militaire le plus important de l'Amérique. D'autres nations contribuèrent ce qu'elles pouvaient, mais quand les planificateurs américains s'asseyaient pour concevoir une opération de coalition, le premier appel allait toujours à Londres. Cette confiance avait été gagnée auparavant dans la guerre du Golfe et dans les Balkans, mais Bassorah la confirma d'une manière impossible à ignorer. Les Britanniques avaient prouvé que le professionnalisme, l'expérience et la qualité des soldats individuels pouvaient compter plus que la taille d'une armée ou le prix de son équipement. Derrière la stratégie et les statistiques, cette guerre fut menée par de vraies personnes, avec de vrais noms et de vraies familles qui les attendaient chez eux. Leurs histoires méritent d'être racontées. Le soldat Johnson Beharry était né sur la petite île caribéenne de la Grenade et avait déménagé en Angleterre jeune homme pour rejoindre l'armée britannique. Il devint conducteur d'un véhicule de combat Warrior dans le 1er bataillon du régiment royal de la princesse de Galles. Le 1er mai 2004, dans la ville d'Al-Amara, son unité fonça droit dans une embuscade. Une grenade propulsée par roquette frappa son Warrior, blessant le commandant dans la tourelle et plusieurs soldats à l'arrière. Avec son commandant inconscient et saignant, Beharry prit le contrôle. Il conduisit le Warrior droit à travers l'embuscade, enfonçant les barricades ennemies tandis que balles et roquettes RPG martelaient le véhicule de toutes les directions. Quand il atteignit la sécurité, il grimpa hors de sa trappe, totalement exposé au feu ennemi, et tira ses amis blessés à couvert. Seulement 6 semaines plus tard, cela se reproduisit. Une autre RPG frappa son Warrior, cette fois explosant à quelques centimètres de sa tête, un morceau de métal se logeant dans son cerveau. Il était aveuglé et à peine conscient, mais réussit d'une manière ou d'une autre à faire marche arrière hors de la zone de mort, sauvant tout son équipage avant de s'effondrer. Beharry passa des mois dans le coma. Il dut réapprendre à marcher et à parler. Quand il se rétablit, il reçut la croix de Victoria, la plus haute distinction militaire en Grande-Bretagne, la première personne vivante à la recevoir en presque 40 ans. Les dirigeants militaires américains qui entendirent son histoire parlèrent de lui avec un profond respect. Le colonel Tim Collins, l'homme dont le discours à la veille de la guerre avait atteint les murs de la Maison-Blanche. Celui-ci ne trouva pas la gloire qu'il attendait quand les combats cessèrent. Après l'invasion, un réserviste américain l'accusa de maltraiter des prisonniers irakiens et de tirer sur des civils. Une enquête de la police militaire innocenta Collins de toutes les accusations, mais le mal était fait. Il quitta l'armée en 2004, amer et désabusé. Il écrivit un livre intitulé « Rules of Engagement » et devint un critique acerbe des politiciens qui avaient envoyé des soldats à la guerre sans plan approprié pour ce qui viendrait après. Ces mots survécurent à sa carrière. Le discours est encore étudié dans les académies militaires du monde entier. Mais l'homme qui le prononça s'éloigna de l'institution qu'il avait aimée. Puis il eut la charge à la baïonnette à Danny Boy le 14 mai 2004, quand des soldats de la compagnie C du 1er bataillon du régiment royal de la princesse de Galles furent pris en embuscade par des combattants de l'armée du Mahdi près d'un point de contrôle au sud d'Al-Amara. Environ 20 soldats britanniques se retrouvèrent cloués au sol en terrain découvert, avec des balles soulevant la poussière tout autour d'eux. Leur commandant prit une décision qui semblait venir d'un autre siècle. Baïonnette au canon. Les soldats cliquetèrent leurs lames au bout de leurs fusils.
se levèrent et chargèrent à travers 200 mètres de terrain découvert, droit vers les positions ennemies. Les combattants de l'armée du Mahdi, qui s'attendaient à ce que les Britanniques restent cloués au sol et appellent un appui aérien, ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Dans le brutal combat rapproché qui suivit, environ 28 combattants ennemis furent tués. Pas un seul soldat britannique ne mourut dans la charge. C'était la première charge à la baïonnette des forces britanniques depuis la guerre des Malouines en 1982. Quand la nouvelle atteignit les officiers américains, un colonel de l'armée aurait secoué la tête et dit que seuls les Britanniques apporteraient des baïonnettes à une fusillade et gagneraient. Toutes les histoires ne se terminèrent pas par des médailles et la survie. Le sergent Stephen Roberts du 2e régiment royal de chars fut tué le 24 mars 2003, près d'Az-Zubair. Il avait été forcé de donner son gilet pare-balles renforcé à un autre soldat parce qu'il n'y avait pas assez d'équipement pour tout le monde. Il portait l'ancienne armure plus fine quand une balle le frappa. Sa mort devint un scandale national et un symbole douloureux de comment le gouvernement britannique avait envoyé ses soldats à la guerre sans assez d'équipement de base. Sa veuve Samantha passa des années à se battre pour des réponses et un meilleur équipement pour les troupes encore en service. Sa campagne rappela à la nation que derrière chaque acte de brillance sur le champ de bataille, il y avait des échecs et des pénuries qui coûtaient des vies. Ces soldats avaient accompli des choses extraordinaires en Irak, mais ils l'avaient fait malgré leur gouvernement, pas grâce à lui. L'histoire de l'opération Télik ne se termina pas avec la chute de Bassora. À bien des égards, les chapitres les plus difficiles étaient encore à venir. Les mêmes qualités qui avaient rendu les Britanniques brillants pour capturer la ville seraient mises à l'épreuve de terribles nouvelles façons pendant les années d'occupation qui suivirent. En 2006 et 2007, les milices chiites menées par l'armée du Mahdi étaient devenues assez puissantes pour contrôler des quartiers entiers. Les forces britanniques, trop dispersées et dotées de trop peu de ressources par un gouvernement qui avait déjà tourné son attention vers l'Afghanistan, se retrouvèrent à perdre du terrain. L'approche patiente et retenue que les généraux américains avaient tant louée pendant l'invasion était maintenant exploitée par des groupes armés qui voyaient la prudence britannique comme une faiblesse. En 2007, les forces britanniques se retirèrent de leur base au palais de Bassora dans un accord avec les milices locales, que beaucoup virent comme une retraite. L'année suivante, les forces irakiennes soutenues par des troupes américaines lancèrent l'opération Charge des Chevaliers pour reprendre la ville aux milices. Certains des mêmes officiers américains qui avaient admiré les Britanniques en 2003 les critiquèrent maintenant discrètement pour avoir perdu ce qu'ils avaient gagné. Ce fut un renversement douloureux et un rappel honnête que la guerre ne se termine pas quand les tirs cessent. Au total, 179 militaires britanniques moururent en Irak entre 2003 et 2011. Plus de 2000 autres furent blessés dans leur corps ou leur esprit. L'enquête Chilcot, une massive investigation gouvernementale britannique qui dura de 2009 à 2016 et produisit un rapport de 2 600 000 mots, conclut que la Grande-Bretagne était entrée en guerre avant que les options pacifiques n'aient été épuisées, que les renseignements sur les armes de destruction massive étaient faux, et que la planification pour ce qui se passerait après l'invasion était totalement inadéquate. Pourtant, même ce rapport profondément critique reconnut que le personnel militaire britannique avait servi avec grand courage et distinction. Les politiciens avaient échoué, les soldats non. Au mémorial national de l'Arboretum dans le Staffordshire, en Angleterre, un mur de pierre se dresse parmi les arbres. Gravé dessus se trouvent 179 noms. Chacun représente une personne qui a quitté son foyer en uniforme britannique et n'est jamais revenue d'Irak. Les familles visitent tout au long de l'année, laissant des fleurs et des photographies, et de petits mots que le vent emporte parfois. À Bassora même, les souvenirs sont compliqués. La libération initiale fut accueillie à bras ouverts et avec une joie sincère. Mais les années qui suivirent apportèrent violence, chaos et déception. Beaucoup d'Irakiens qui avaient accueilli les Britanniques comme des sauveurs en vinrent à les voir comme juste une autre force d'occupation qui ne pouvait pas ou ne voulait pas réparer ce qui était cassé. L'héritage de l'opération Télik perdure de façon à la fois visible et cachée. Les leçons que les Britanniques enseignèrent aux Américains sur la contre-insurrection aidèrent à façonner la stratégie que le général Petraeus apporta en Irak en 2007. L'expérience façonna comment la Grande-Bretagne planifia sa mission en Afghanistan, où beaucoup des mêmes soldats qui avaient combattu à Bassora furent déployés dans la province du Helmand. Les généraux américains qui servirent aux côtés des Britanniques, des hommes comme Mattis, Conway et Franks, continuèrent pendant des années après à nommer les forces britanniques comme le partenaire de coalition qu'ils respectaient le plus et voulaient à leur côté dans n'importe quel combat. Ce respect fut gagné dans le sable et la fumée des rues d'Al-Fao de Bassora, dans le courage tranquille d'un jeune soldat grenadin qui conduisit son véhicule détruit
hors d'une zone de mort avec des éclats d'obus dans le cerveau, et dans le calme constant de jeunes Marines qui pouvaient mener une guerre le matin et distribuer des bouteilles d'eau l'après-midi. L'un de ces soldats, un Royal Marine qui avait volé dans la tempête de sable au-dessus d'Alpha ou la toute première nuit de la guerre, fut interviewé des années plus tard. Il ne parla pas de gloire ou d'héroïsme. Il dit simplement qu'ils avaient fait leur travail et qu'ils l'avaient bien fait. Que les politiciens aient fait le leur n'était pas à lui de le dire. Cette fierté tranquille, ce refus de se vanter, cette volonté de laisser le travail parler de lui-même était peut-être la chose la plus britannique de toute cette histoire. Et c'était exactement ce que ces généraux américains avaient vu et admiré dès le tout.